de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité. Retour ce soir sur l'opération de démantèlement de la cellule terroriste menée par le BCIG dans plusieurs villes du Maroc. Ce matin, le directeur du BCIG a expliqué en conférence de presse que l'opération de démantèlement a permis l'avortement de plans imminents et complexes d'attentats terroristes sur le territoire national. Dialogue interlibyen, un important compromis a été obtenu à Bousnéqa. Les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude pour les efforts du Royaume du Maroc dans la relance du dialogue ainsi que pour sa position impartiale. Marrakech, à l'heure du coronavirus, la cité ocre vit des heures difficiles en raison de la pandémie. La fréquentation touristique a fortement chuté. Les professionnels du tourisme de la ville tirent la sonnette d'alarme. Une réunion de travail a d'ailleurs été tenue en présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale pour discuter d'un plan de relance. Nous vous en parlions hier, une nouvelle opération proactive du BCIG a permis hier le démantèlement d'une cellule présumée terroriste. Des opérations de sécurité ont été exécutées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflit, Temara et Srerat et ont abouti à l'arrestation de 5 extrémistes. Ce matin, le directeur du BCIG a expliqué en conférence de presse que l'opération de démantèlement a permis l'avortement de plans imminents et complexes d'attentats terroristes sur le territoire national. Nissé Naoustar. Les premiers éléments de l'investigation dévoilés aujourd'hui à la presse qualifient la cellule démantelée hier de la plus dangereuse jamais défaite par le BCIG. Des attentats similaires à ceux du 16 mai étaient visiblement en préparation. Un véritable bain de sang a été évité. À titre personnel, je peux clairement dire que de toutes les opérations accomplies durant ma carrière dans la lutte antiterroriste, celle d'hier est singulière à plus d'un égard, car il est question d'une cellule avec d'innombrables particularités et surtout beaucoup d'avance dans son plan machiavélique et destructeur. Cela me rappelle les malheureux événements du 16 mai, puisque là aussi il était question de personnes prêtes à se faire exploser à l'aide de ceintures d'explosifs. Nous parlons bien sûr d'éventuels kamikazes. Le BCIG était donc d'emblée catégorique sur les intentions de la cellule terroriste démantelée hier grâce à un travail de longue haleine, un travail de recherche, d'investigation préalable, d'anticipation et d'action proactive. Plus encore, les équipes déployées sur le terrain en mesuraient déjà l'immense danger. Avant de lancer l'assaut, nous savions pertinemment que nous avions affaire à une cellule hautement dangereuse et ultra-violente. C'est pour cela que nous avons procédé à des tirs de sommation. Nous étions tout à fait conscients du danger qui menaçait nos différentes équipes sur le terrain. L'un des présumés terroristes a d'ailleurs opposé une résistance farouche en blessant l'un de nos agents. Pour ce qui est de leur émir, eh bien, il a des antécédents judiciaires criminels avec le recours aux armes blanches dans toutes les affaires pour lesquelles il avait comparu devant la justice avant d'adhérer à l'idéologie extrémiste. Cette vaste opération a eu lieu la veille du 11 septembre, date incontournable dans les annales mondiales du terrorisme. Y aurait-il donc des liens à établir entre ce triste anniversaire et le démantèlement d'hier ? Je tiens à préciser que ce démantèlement n'a aucun, mais vraiment aucun lien avec les événements du 11 septembre. L'opération a eu lieu hier, soit le 10 septembre, après une bonne période de préparation. Nous sommes intervenus quand il nous a été opportun de le faire. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la cellule démantelée était fin prête à passer à l'acte à tout moment, à n'importe quel moment, et elle était bien outillée pour cela. Ce démantèlement s'inscrit dans un contexte assez spécial. Sécurité sanitaire oblige, le Covid-19 s'invite dans les investigations. L'affaire ne fait que commencer. Nous avons encore tant de points à éclaircir. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas procéder aux interrogatoires nécessaires. Les mis en cause subissent d'abord les tests de dépistage. Nous pouvons ensuite poursuivre les investigations afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et savoir si la cellule démantelée a des ramifications à l'étranger ou si les membres arrêtés ont agi seuls.
Pour ce qui est de la question du financement, eh bien, ce que nous savons jusqu'ici, c'est qu'ils se sont autofinancés en procédant à des cotisations individuelles. L'enquête permettra effectivement dans les prochains jours d'en dire un peu plus sur cette opération terroriste avortée qui aurait pu être dévastatrice. Leur plan aurait pu être ravageur. Pour le confirmer, il suffit de voir les perquisitions menées dans les locaux exploités par les mis en cause. Tous ces éléments confirment que les membres de cette dangereuse cellule avaient atteint des stades très avancés de planification et de préparation de leurs projets terroristes. Ils avaient d'ailleurs effectué des missions de repérage afin d'identifier les cibles qu'ils projetaient d'attaquer pour ces attaques terroristes. Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs gilets explosifs en cours de préparation. Les mis en cause ont d'ailleurs eu recours à 4 types d'explosifs. Ainsi, si l'un ne marchait pas, eh bien, ils pouvaient recourir à des plans de secours. Les recherches et les investigations menées jusqu'ici soulignent que les mis en cause planifiaient de mener des opérations terroristes de grande envergure. Des opérations visant plusieurs installations et des sites sensibles pour déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume. Covid-19 à présent, les indicateurs épidémiques révèlent que 2430 nouveaux cas d'infection ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures. Le cumul des cas confirmés s'élève ainsi à 82 197 personnes. Autre chiffre, 2344 guérisons ont été enregistrées depuis hier 18 heures. Le nombre de décès est passé à 1524 avec 33 nouveaux cas enregistrés, soit un taux de létalité de 1,9%. Les cas actifs s'élèvent à 16 479 personnes, soit une prévalence de 45,4 pour 100 000 habitants. Dialogue interlibyen, un important compromis a été obtenu. Les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk ont exprimé hier à Bosnira leur remerciement et leur gratitude pour les efforts du Royaume du Maroc dans la relance du dialogue libyen, ainsi que pour sa position impartiale dans le communiqué final conjoint sanctionnant les réunions de Bosnira. Les deux délégations libyennes ont annoncé qu'elles sont parvenues à un accord global. Mohamed Eitleshkar. Que ressort-il du compromis auquel les deux parties libyennes sont parvenues à Bosnira? Tout d'abord, seul primé tout au long des réunions l'intérêt de la Libye et de son peuple. Ensuite, le compromis né des réunions des deux délégations du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre libyenne des représentants, le Parlement de Tobrouk, porte sur la nomination au poste de souveraineté. Et il ne s'agit nullement d'une simple déclaration d'intention ou de recommandation, mais bel et bien de compromis et de décisions concrètes au sujet des institutions et des questions ayant un impact direct sur la vie quotidienne du peuple libyen. Les institutions objet de ces décisions symbolisant l'unité de l'État. Nous n'aurons jamais assez de mots pour remercier le Royaume du Maroc. L'effort déployé par le Royaume du Maroc est énorme, que ce soit au niveau du gouvernement ou de la logistique, et même au niveau de la gestion du dialogue. Ils nous ont laissé le champ libre pour dialoguer, pour les discussions, sans aucune interférence. Ils ont juste aidé à surmonter les obstacles. Nous remercions le Royaume du Maroc. Il nous a assuré les meilleures conditions possibles pour le dialogue entre la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyen. Le Royaume du Maroc a mis à notre disposition toutes les facilités possibles en vue de faire aboutir ce compromis. Nous remercions le Royaume du Maroc, roi, gouvernement et peuple et parlement, pour l'hospitalité, pour le bon accueil, pour les bonnes intentions. Nous avons en effet ressenti chez nos frères marocains qu'ils partageaient avec nous nos préoccupations. La signature du compromis aura lieu en présence du président de la Chambre libyenne des représentants et de M. Khaled El-Meshri. Ce compromis sera alors palpable. L'unification des institutions est un élément essentiel à toute solution future à la crise en Libye.
Les deux parties au dialogue appellent l'ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye. من وجهة نظر المملكة المغربية ووفق منظور جلالة الملك محمد السادس اجتماعكم أكد قناعات المملكة. Du point de vue du Royaume du Maroc et conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, votre réunion a conforté le Royaume du Maroc dans ses convictions que, premièrement, les Libyens sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes, sans tutelle ni influence, tout comme ils sont en mesure de déterminer l'intérêt de la Libye. تحديد السبيل إلى الوصول إلى مصلحة ليبيا وأثبتتم ذلك في هذه الأيام الأخيرة. قناعات المغرب كذلك تأكدت. Ensuite, la Chambre des représentants en Libye et le Haut Conseil d'État libyen sont les véritables acteurs pour parvenir à toute solution. Ceci a toujours été la conviction du Royaume du Maroc. هم الأزمة الليبية المجلسين هم نواة الصلبة لأي تقدم نحو حل الأزمة الليبية وهذه كانت دائما قناعات المملكة المغربية وتأكدت اليوم. Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine de ce mois de septembre afin d'achever les mesures nécessaires qui garantissent l'application et l'activation de l'accord. Le compromis auquel sont parvenues les parties libyennes à Bosnera a été largement salué à travers le monde. À Bruxelles, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a souligné aujourd'hui la large convergence de vues entre l'Union européenne et le Maroc sur les perspectives ouvertes par le dialogue interlibyen accueilli dans le Royaume. Dans une déclaration rendue publique suite à l'entretien téléphonique qu'il a eu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, M. Borrell a, je cite, salué et encouragé cette initiative marocaine comme une contribution opportune aux efforts déployés par les Nations Unies en vue d'une solution politique de la crise en Libye, de nature à garantir la cohésion du pays, son intégrité territoriale et sa souveraineté. Et puis la communauté internationale salue également le rôle constructif et les efforts du Maroc pour rapprocher les vues entre Libyens et sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouve la Libye. Il s'agit de nombreuses organisations internationales et de regroupements régionaux et continentaux tels que les Nations Unies qui ont salué le rôle constructif du Maroc en vue d'une résolution pacifique du conflit libyen, ou encore la Ligue arabe qui salue hautement le rôle joué par le Maroc dans le règlement de la crise libyenne. La communauté internationale a mis en exergue le rôle du Maroc qui a accueilli depuis le 6 septembre à Bosnera des séances de dialogue interlibyen qui ont abouti à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté et transcender les divergences ayant entraîné un vide institutionnel dans ce pays. Maroc-Russie, à présent, la commission intergouvernementale mixte aura lieu le 2 décembre prochain à Moscou. Les préparatifs de ce rendez-vous ont été au centre d'un entretien téléphonique aujourd'hui entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, entretien qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi entre le Maroc et la Russie, conclu lors de la visite historique de Sa Majesté le Roi à Moscou en mars 2016. Fort heureusement, plus de peur que de mal, une explosion de bouteilles d'oxygène s'est produite hier soir dans une clinique située à l'arrondissement d'en face, sans faire ni victime ni blessé, causant par contre des dégâts matériels au rez-de-chaussée de cet établissement. Les pensionnaires de la clinique, 19 patients, ont été transférés à d'autres établissements hospitaliers pour poursuivre leur traitement, dont 2 personnes admises à l'unité de soins intensifs. Une enquête a d'ailleurs été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances et les causes de cet incident. Et puis au Liban, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'incendie qui s'est déclaré hier
dans le port de Beyrouth. L'incendie a touché un entrepôt du port où était stocké de l'huile, mais aussi des pneus, selon l'armée libanaise. Greenpeace a mis en garde les habitants de la capitale libanaise contre des particules toxiques et cancérigènes, du carbone noir et des gaz acides. L'incendie a réveillé la douleur des Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice au port de Beyrouth. C'était le 4 août dernier. Fort rebond du nombre d'infections au Covid-19 dans plusieurs pays du monde. Le nombre de cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues sont apparues dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidiens explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à plus de 37 000 contaminations recensées ces dernières 24 heures. Le pays compte plus de 6,5 millions de cas. Le nombre de décès est de 961 morts en 24 heures. Autre pays largement touché par le virus, l'Inde, on recense plus de 96 000 cas confirmés en 24 heures, soit un total de plus de 196 000 morts. Le bilan continue de s'alourdir également au Brésil, 983 morts en 24 heures et plus de 4 millions de cas recensés. En Europe, le Royaume-Uni est le troisième pays le plus impacté par la maladie en termes de nombre de cas, derrière la Russie et l'Espagne. La Chambre des représentants, membre observateur du Parlement de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. L'adhésion de la Chambre des représentants constitue un couronnement et un acquis important pour la diplomatie parlementaire. La Chambre des représentants devient ainsi la première institution législative à l'échelle africaine et arabe à intégrer cette organisation interparlementaire asiatique. Le Maroc a été admis en tant que membre observateur à l'occasion de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, tenue par visioconférence cette semaine à Hanoï. On parle tourisme à présent, poumon de l'activité touristique au Maroc. Marrakech vit des heures difficiles en raison de la pandémie du coronavirus. La fréquentation touristique a fortement chuté. Les professionnels du tourisme de la Cité Ocre tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme. Un plan de relance pour redémarrer la machine a été lancé il y a déjà quelques mois. Les répercussions socio-économiques sur de larges franges de la société, notamment celles opérant dans les secteurs du tourisme et l'artisanat, ont été au centre d'une réunion de travail dans la Cité Ocre de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'économie sociale. Amina Allam, Mu'tasim Billah al-Bouazaoui, Iman Ablo. Une réunion de communication pour appuyer la relance d'un secteur grippé par la pandémie. Les professionnels du tourisme expriment ici leurs préoccupations pour la période post-Covid-19. La préservation des emplois s'érige riche en priorité, en particulier dans les villes qui dépendent grandement des recettes touristiques, comme Marrakech, premier pôle touristique du pays. Cette réunion nous a permis de parler de cette convention qui a été signée avec la Confédération nationale du tourisme et qui commence à donner les premiers pas ou les premières mesures concrètes. La CNSS par exemple, et il y a d'autres mesures qui concernent également donc tout ce qui est les mesures bancaires, fiscales, et donc toutes ces mesures sont en train de se mettre en œuvre au fur et à mesure, et le but de cette réunion c'était d'aborder ce sujet-là, qui est un sujet concret, une première étape donc dans le programme de protection de l'emploi. Face à ces défis, le département de tutelle rassure. Le plan de relance devra accompagner la transformation et la diversification de la chaîne de valeur d'un secteur vital pour le tissu économique national. Nous avons, avec une touche d'optimisme, aussi travaillé sur un plan de relance du tourisme pour s'y préparer de façon disciplinée, rigoureuse, mais toujours la main dans la main avec l'ensemble des parties prenantes, les professionnels, le ministère de la tutelle et surtout les autorités locales. Dernière mesure en date, l'autorisation par le Maroc de l'arrivée des touristes étrangers sur présentation d'une réservation d'hôtel. Histoire de sauver un secteur en souffrance. Les revenus du tourisme ont été réduits de 33% au cours des 6 premiers mois de l'année et les nuitées dans les hôtels ont chuté de près de 60%.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée, bon week-end également. À demain.